Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, nous parlons de la poire, un fruit bien connu et pourtant il n'est pas aimé de tous. Exactement, oui, elle ne fait pas l'unanimité. Souvent à cause de la texture granuleuse qui ne plaît pas à tout le monde, de la fadeur de certaines espèces, je pense à la poire conférence par exemple qui peut être un petit peu plus fade, ou au contraire à cause de ses parfums profus, épanouis, à la limite de l'entêtement et de la volupté. Alors, elles n'ont pas toujours été de saveur très voluptueux justement les poires. Au XVIIIe siècle, en Europe de l'Ouest, les variétés ont été entre guillemets améliorées par sélection parce qu'avant elles avaient toute une chair beaucoup plus granuleuse, moins fine et une saveur fade comme le nashi que tu connais peut-être qu'on appelle la poire de Chine. Alors maintenant qu'elles sont justement améliorées, qu'on n'a plus cette texture granuleuse, on peut la déguster avec beaucoup de plaisir et notamment parce qu'elle a des super pouvoirs. Tout à fait. Alors les super pouvoirs, ils concernent aussi bien les poires fades ou le nashi de Chine que les poires plus savoureuses comme la poire William, etc. En diététique chinoise, on dit que la poire est de saveur douce. Alors je vais réexpliquer un petit peu après à quoi servent les saveurs, à quoi servent la nature. Donc saveur douce, légèrement acide et de nature fraîche. Saveur douce, ça veut dire qu'elle va être nutritive. Légèrement acide, ça veut dire qu'elle va être un petit peu astringente, donc avoir la propriété de resserrer les tissus. Donc pour les personnes qui font de la rétention d'eau, on n'abuse pas des fruits, par exemple. La nature fraîche, ça veut dire qu'elle va être rafraîchissante. Donc on va faire attention avec la poire en cas de sensibilité des intestins au froid parce qu'elle va accélérer le transit. C'est un fruit qui est du coup plutôt yin. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans une grande explication, mais je vais donner quelques éléments de compréhension. On dit qu'elle clarifie la chaleur et qu'elle génère les liquides. Voilà, tout ce qui est yin, ça a tendance à être plutôt rafraîchissant et à favoriser tout ce qui est liquide. En Occident, on dit qu'elle est émolliente. En diététique chinoise, on dit qu'elle est humidifiante. On dit qu'elle humidifie la sécheresse des poumons et qu'elle est expectorante. Ça veut dire qu'elle dissipe les mucosités. On a l'expression en France, une poire pour la soif. On dit qu'elle régénère les liquides, par exemple après une fièvre qui aura lésé les liquides de l'organisme. On dit aussi en diététique chinoise qu'elle a un tropisme estomac, ça veut dire qu'elle va être propre à soutenir l'énergie de l'estomac. Donc en cas de constipation ou de difficulté à avaler les aliments, par exemple parce qu'on a un excès entre guillemets de chaleur de l'estomac, par exemple c'est ce qu'on va traduire en Occident par une gastrite, un ulcère ou de l'hyperacidité, les liquides de l'estomac sont alors asséchés et la poire va avoir la propriété de les régénérer. Qui aurait cru qu'elle ait autant de pouvoir? Merci pour cette traduction de diététique chinoise qui n'est pas évidente. Oui, tout à fait. Et en même temps, on voit bien les parallèles avec la diététique occidentale. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la diététique chinoise, c'est qu'elle est très imagée. Et du coup, elle permet de saisir, voire même de sentir des fois les effets des aliments sur le corps. Je pense à des aliments assez flagrants comme le sucre qui génère des mucosités. Si vous avez envie de chanter, évitez de manger trop de desserts sucrés avant votre tour de chant parce que en général, la gorge est un peu plus encombrée. Et ça, en diététique chinoise, on le décrit bien et on peut le percevoir. Alors, on va parler un petit peu symbolique aussi, si tu veux bien. Et là, on va retourner chez Christiane Berléand dans son livre La symbolique des aliments qui nous dit « La poire symbolise la capacité de porter en équilibre. L'homme, profondément motivé par le désir de savoir porter, dans un équilibre stable, tout ce qui vient vers lui dans la vie, son contenu, ses émotions, sa connaissance, son tout. Une demande d'équilibre, de stabilité, d'une base puissante et inébranlable. Cela nous rappelle la balance dont la flèche refuse catégoriquement de se pencher d'un côté ou d'un autre. Pas d'extrême. Ne te laisse pas entraîner par tes émotions. Ne règle pas ta vie trop minutieusement d'après ton élément rationnel. Équilibre entre les côtés gauche et droit. » Ce que j'aime beaucoup aussi dans la suite de sa description, c'est qu'elle va faire une analogie entre la forme de la poire et les hanches. Tu sais, souvent on compare la poire à la forme d'une femme avec les hanches développées, etc. C'est un fruit d'ailleurs voluptueux par sa forme. À propos de celui qui a une forte envie de poire, nous pouvons dire « Il y a beaucoup qui vit en lui. Il dispose d'un contenu riche en sentiments, pensées, émotions, expériences, potentialités. Cette profusion demande une structure qui soit non pas étouffante, mais capable d'ondoyer avec la vague, de s'étendre, de s'adapter en toute souplesse si nécessaire. Cette symbolique rappelle les hanches, la faculté de porter la vie de manière équilibrée, évitant ainsi toute surcharge. L'on sait conserver l'équilibre entre faire quelque chose pour autrui et s'occuper de son propre bien-être. Et je tenais vraiment à partager cette
cette définition symbolique parce que j'ai tellement de patientes qui sont concernées par ça. L'on sait conserver l'équilibre entre faire quelque chose pour autrui et s'occuper de son propre bien-être. La poire ne tombe pas dans l'excès. Il faudra donc vivre et agir en toute sincérité avec soi-même de façon à ne pas perdre l'équilibre. Cet amour de soi vient en premier. On agit à l'unisson avec soi-même. On vit ainsi selon la vérité, sans se forcer, sans se tortiller dans tous les sens, sans inventer de petits mensonges pour faire plaisir à autrui. On est à tout instant soi-même, en force et en droiture. C'est finalement ce que dit Thomas d'Ansembourg dans « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Voilà tout ce que peut cacher la poire. Et un désir de poire, voilà, les personnes qui sont très très attirées par la poire peuvent être en quête de cet équilibre personnel. Mais la poire permet aussi de se régaler. Évidemment, c'est la base. Et bien sûr. Et tu peux peut-être nous dire justement quels sont les mariages heureux. Mais avec plaisir. Alors, déjà, quelles sont les saveurs de la poire? On va y arriver. Donc, quelles sont les saveurs de la poire? La poire, quand elle n'est pas complètement mûre ou quand il s'agit de variétés qui n'ont pas des saveurs trop voluptueuses, elle a des notes fraîches, un peu vertes. Quand elle est bien mûre et qu'il s'agit de variétés plus sucrées, justement, les saveurs sont sucrées, parfumées, florales. Donc, on va chercher à la marier avec des saveurs qui vont venir soutenir sa douceur, son parfum, ou alors on va aussi pouvoir la faire contraster avec des ingrédients puissants. Le mariage classiquissime, c'est poire et amandes. Et là, fin d'été, quand on avait encore des journées très très chaudes, moi j'ai adoré faire un petit dessert bien rafraîchissant où je faisais cuire des poires en compote et avec de l'agar-agar. Et je mixais ensuite avec un petit peu de purée d'amandes et je laissais gélifier en ayant incorporé des petits raisins secs réhydratés. Et ça, c'est très rafraîchissant, c'est doux, c'est nutritif, c'est vraiment très 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 sympa. C'est très simple à faire. Voilà. On va marier la poire aussi avec la vanille, la rose, la cannelle, le safran ou le thé matcha, toutes des épices, même si le thé matcha n'est pas une épice à la base, mais voilà, tout ce qui peut venir épicer dans la douceur. La poire va très bien se marier aussi, au contraire, avec des saveurs plus soutenues comme la bergamote, le clou de girofle, le gingembre, un miel un peu épicé, le poivre. Le poivre est excellent pour relever les fruits d'une manière générale. Donc un petit tour de moulin à poivre dans une compotée de poire, ça peut être excellent. Et avec les baies roses aussi. Autre plante avec laquelle elle va très bien se marier, c'est la lavande. Et vous retrouverez sur le blog des Mangeurs Libres une recette de poire à la lavande. Donc ce sont des poires qui ont été pochées dans un sirop de lavande. Elle va se marier très bien avec l'hysope aussi, qui est une plante qu'on va retrouver dans le mélange d'herbes de Provence et qui ressemble un petit peu à la lavande. Des recettes qu'on pourra retrouver également en podcast sur radioalto.info. Voilà, sous le podcast, vous retrouvez le lien. La poire, elle aime beaucoup l'alcool, on fait de l'eau de vie de poire, évidemment. Et la saveur piquante de l'alcool, elle vient bien répondre à la douceur de la poire. Ce sera très sympa aussi de soutenir la poire avec un filet de vinaigre balsamique ou de concentré de balsamique. Quand tu sais, on fait un balsamique un peu sirupeux avec du sucre et qu'on laisse réduire, ça vient vraiment sur, par exemple, un carpaccio de poire, la soutenir et la rehausser. D'ailleurs, on peut accompagner ce carpaccio de poire avec ce concentré de balsamique, de fromage. Le roquefort et les bleus comme le gorgonzola aiment beaucoup la poire qui va venir avec sa sucrosité temporiser un petit peu le salé de ces fromages. Elle ira très bien avec un Beaufort, avec une tome de Savoie, avec un comté. Bon, généralement, la poire aime le fromage. Voilà, surtout quand il est un peu corsé. Elle ira très bien en légumes avec le chou rouge, donc on peut très bien imaginer une bonne salade de chou rouge avec des petits raisins, des dés de poire, des dés de pommes. Elle se marie d'ailleurs en termes de fruits aussi très bien avec la pomme. Vous retrouverez toujours une recette de Charlotte d'automne aux pommes et poires. On avait parlé l'année dernière dans notre chronique sur la pomme. Elle ira très bien avec tous les fruits d'automne, le coing, la mûre, la figue fraîche, la figue séchée, avec les dattes, aussi avec les cranberries, avec les cerises qui vont ramener un petit peu d'acidité et avec le raisin. Côté fruits secs, la poire aime la noix, la poire aime la noisette. Pareil, un bon gâteau noiseté aux figues et aux poires que vous retrouverez sur le blog des Mangeurs Libres. Et the last but not the least, la star. La poire aime le chocolat. Et le chocolat aime la poire. Voilà. Donc dans une charlotte au chocolat, moi j'ai beaucoup de mal à me retenir d'ajouter des poires. C'est une merveille. Décidément, la poire aime beaucoup d'aliments. Il y a beaucoup de mariages heureux avec cette poire. Mais c'est vrai que la poire, on la retrouve dans des grands classiques, des recettes qu'on connaît bien traditionnelles de chez nous. Absolument. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes ? Mais avec grand plaisir. Alors c'est pas de chez nous, mais c'est bien connu des Normands. C'est le douillon, qui est en fait une poire chemisée de pâte feuilletée et cuite à l'intérieur d'une pâte feuilletée. Donc c'est un gros chausson en poire, si tu veux. Voilà. Et on va pouvoir, si on veut, évider le cœur de la poire, y mettre de la gelée de groseille ou une bonne lichette de beurre avec du sucre, de la cannelle, si on veut ou pas.
Voilà. On a aussi autre immense classique, la tarte Bourdaloue. Et là, on va retourner chez Maguelone Toussaint Samat, que vous savez bien, j'affectionne, dans cette très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises. Elle dresse à un moment donné un chapitre qu'elle appelle le tableau d'honneur des gâteaux du 19e siècle et où elle nous parle de la tarte Bourdaloue. Elle nous dit « Pas plus que Madame de Sévigné n'a pu inventer le chocolat, le père Louis Bourdaloue, célèbre prédicateur du grand siècle, ne créa la Bourdaloue, gâteau qui porte son nom. Il s'agit en fait d'une composition élaborée par un certain Fasquelle, pâtissier établi rue Bourdaloue, dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, tout à fait à la mode au milieu du 19e siècle. Le fond de tartelette en pâte à foncer ou en brioche était rempli de crème frangipane, toujours la basique crème pâtissière, sur laquelle on déposait 2 demi-poires William pochées au sirop. En l'honneur du fameux prêcheur, on décorait pieusement d'une croix faite de macarons aux amandes émiettées avant de passer le gâteau 1 minute à la salamandre ou au grill. À présent, il peut s'agir de grandes tartes à partager, et il y a belle lurette qu'on ne sanctifie plus d'une croix le péché de gourmandise, le macaron se saupoudrant simplement sur un peu de marmelade d'abricot, si l'on veut. Alors, pour être très honnête, je ne connaissais pas le douillon normand, je ne connaissais pas la tarte Bourdaloue. Par contre, je connais la poire Belle-Hélène. Évidemment, qui ne connaît pas la poire Belle-Hélène ? Elle a été créée par le chef français Georges-Auguste Escoffier en 1864, à l'époque où l'opérette La Belle-Hélène d'Offenbach faisait un triomphe partout en Europe. Et j'ai beaucoup aimé sur le site My Parisian Kitchen. L'autrice du blog nous raconte rapidement, plusieurs chefs des restaurants des grands boulevards parisiens se mirent à servir des plats nommés Belle-Hélène. Par exemple, tourne d'eau Belle-Hélène servi avec des pommes de terre croustillantes, des feuilles de cresson, des cœurs d'artichaut et une sauce béarnaise. Suprême de volaille Belle-Hélène sur croquettes de pointe d'asperge avec une tranche de truffe. œufs Belle-Hélène, mollet ou poché dressé sur un appareil de croquettes de volaille panées à l'anglaise, sauté au beurre et nappé de beurre Colbert garni de pointe d'asperge. Ou encore la viande avec des tomates, des petits pois au beurre, des croquettes de carottes et pommes de terre, des filets de sole Belle-Hélène, du ragoût Belle-Hélène. Comme quoi les arts se rencontrent et se répondent. Effectivement, ouais. Alors la poire Belle-Hélène quand même, on va quand même la décrire. C'est une poire pochée, nappée de chocolat chaud, servie avec une boule de glace vanille et parsemée d'amandes. On les retrouve effilées et torréfiées et ça reste encore aujourd'hui une splendeur. Oui, pour moi c'est le summum de la poire. Encore que, il y a une autre recette qui me plaît beaucoup avec la poire, mais on en parle la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut l'annoncer quand même, Anne ? Vas-tu résister à l'annoncer, Charlotte ? Non, je n'y arriverai pas. Donc la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour parler bien sûr du crumble, mais pas que, crumble et granola, ce sera pour l'épisode 127. Mais d'ici là, très bonne journée à tous à l'écoute de Radio Alto. Anne, merci beaucoup. Avec bonheur, régalez-vous et belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.